Quintus écrit à son frère, premier mois de 64. Il n'y a rien en ce moment, sache-le, qui me fasse autant défaut qu'un homme à qui je puisse m'ouvrir de tout ce qui me cause quelques soucis. Cicéron connut l'exil. Ce fut une des périodes les plus douloureuses de son existence avec la guerre civile dont nous reparlerons dans une autre chronique. L'exil à Rome, il faut le savoir, est une mort politique et une mort civile. Pour un homme comme Cicéron, c'est une catastrophe absolue parce que pour l'exilé, c'est le départ de l'Italie, c'est le départ de Rome. Or, Cicéron dit bien dans ses lettres que pour lui, quitter Rome, c'est mourir un peu. Et d'autre part, tous les biens sont confisqués. Sa belle maison du Palatin, qu'il avait payée 3,5 millions de sesterces, comprenez, si c'était possible, environ l'équivalent en euros. Et par conséquent, toute sa belle carrière aussi se trouve presque envolée. Cet exil, Cicéron le doit à un garçon qui fut un élément perturbateur et bien connu de la jeunesse dorée de Rome, et qui se nomme Claudius, le petit frère de Claudia, celle que le poète Catulle aima à la folie. Claudius fut un ami de Cicéron, et Cicéron lui-même, d'ailleurs, a fréquenté la maison de Claudia, à côté de Claudius, avant que la jalousie de Terentia ne l'en éloigne un peu de force. Il se trouve que Claudius a voulu militer chez les plébéiens, devenir plébéien et tribun de la plèbe, agent de César, à qui pourtant il avait joué un très mauvais tour lors d'un scandale extraordinaire qui avait eu lieu lors d'une fête religieuse, un sacrilège. La fête devait se passer chez César, et elle était réservée aux femmes. Il y avait donc la mère de César, Aurélia, il y avait sa femme, Pompéia, et les hommes n'avaient pas le droit de pénétrer dans la maison ce soir-là. C'est la fête de la bonne déesse. Or, Claudius s'était déguisé en femme et avait réussi à s'introduire parce qu'il était, disait-on, amoureux de la femme de César. Et, allez savoir par quel miracle, il fut découvert. On lui a demandé de chanter, évidemment, sa voix l'a trahi, et ça a été un scandale énorme qui a provoqué un procès non moins spectaculaire parce que ce procès fut gagné par Claudius. Il a été acquitté alors que le crime était avéré. L'argent de Crassus était passé par là. Donc, Claudius avait failli être condamné à cause de Cicéron. Il avait donné pour sa défense l'argument suivant. Il avait dit qu'il était très loin de Rome. Et Cicéron est allé témoigner en disant qu'il l'avait vu 3 heures avant la fête chez lui à Rome. Par conséquent, évidemment, Claudius n'avait plus de défense. Heureusement qu'il y avait l'argent de Crassus. De ce jour-là, Claudius a juré de se venger. Il fallait trouver un moyen. Devenu tribun de la plèbe, il a repensé à un petit scandale qui avait eu lieu à la fin du consulat de Cicéron lors de l'affaire Catilina, ce terroriste qui avait failli faire brûler Rome et qui avait donné tant de fil à retordre au consul Cicéron. Catilina avait des complices qui avaient été arrêtés sur l'ordre de Cicéron, et Cicéron a ordonné, avec l'accord du Sénat, de faire exécuter ses complices. Il n'en avait pas le droit parce que ses complices n'étaient pas passés en justice. Par conséquent, tout consul qu'il était, et même les sénateurs, ne pouvaient ordonner la mise à mort. C'était l'argument, évidemment, pour faire une loi contre toute personne qui ne respecterait pas la procédure,
Il n'y en avait qu'une, c'était Cicéron. La loi était pour lui, elle a été votée, et donc Cicéron a été condamné à l'exil. Voilà pourquoi Cicéron a eu une telle rancœur contre Claudius, et Claudius une dent d'acier inoxydable contre Cicéron. Alors évidemment, dans ces lettres, nous avons l'écho de tout cela, et notamment du procès de Claudius. Voici par exemple ce que Cicéron écrit à Atticus en juillet 61. « Tu me demandes ce qui est arrivé au sujet du procès, pour que l'issue en ait été si contraire à l'attente générale, et en même temps, tu veux savoir comment il se fait que j'ai combattu plus mollement qu'à l'habitude. Veux-tu savoir ce que fut ce procès ? On ne s'attendait pas qu'il finît de la sorte. Quand on eut procédé au milieu des cris à la récusation, l'accusé, comme un chef de gladiateurs plein de bonté, écartant les plus honnêtes, à peine les juges prirent-ils la séance que les gens de bien conçurent de vives inquiétudes. Jamais, en effet, on ne vit dans un tripot plus honteux assemblage. Sénateurs tarés, chevaliers décavés, tribuns dits du trésor, mais qui avaient perdu le leur. Il y avait parmi eux une poignée d'honnêtes gens dont notre homme n'avait pas pu se débarrasser par la récusation, et qui, l'air consterné d'être assis au milieu de personnes qui leur ressemblaient si peu, étaient en effet pleins de tristesse et fort émus de ce contact avec l'infamie. Il y eut aussi d'autres récits qui nous révèlent justement le caractère insupportable de Claudius. À propos d'un procès qui était fait contre Milon, et qui n'est pas le promilonné discours prononcé par Cicéron. Claudius, donc, n'hésite pas à interrompre Pompée. Le 7, Milon comparut. Pompée parla, ou du moins il en eut l'intention. Car à peine se fut-il levé que les hommes de Claudius se mirent à pousser des cris. Et pendant tout son discours, il dut subir une obstruction qui n'était pas faite seulement de clameurs, mais d'injures et d'interruptions grossières. À peine eut-il achevé que Claudius bondit à la tribune. De tels cris l'accueillirent, car les nôtres avaient voulu lui rendre la politesse, qu'il ne fut plus maître de sa pensée, de son langage, de sa physionomie. Cela dura. Pompée ayant achevé, quand il était à peine la 6e heure jusqu'à la 8e, toutes les injures possibles et finalement les vers les plus obscènes furent lancés contre Claudius et Claudia. Notre homme, hors de lui, et d'une pâleur mortelle, posait des questions aux siens au milieu des clameurs. « Qu'est-ce qui affame le peuple ?» Et ses spadassins répondaient « Pompée !»« Qui veut aller à Alexandrie ?» Et il répondait « Pompée !»« Qui voulez-vous qui y aille ?» Et il répondait « Crassus !» Celui-ci assistait à la scène dans des sentiments peu bienveillants pour Milon. Environ à la 9e heure, comme un signal donné, les gens de Claudius se mirent à couvrir les nôtres de crachats. Exaspération! Les autres font une poussée pour tout déloger. Alors nos gens chargèrent, des bandades des spadassins. Claudius fut jeté à bas de la tribune, et moi aussi. À ce moment, je pris la fuite, ne voulant pas qu'il m'arrivât quelque chose dans la bagarre. Les Black Blocs à côté, c'est pas grand-chose. Donc Cicéron doit partir. Et on va lui confisquer tous ses biens, sa maison va être rasée par Claudius, qui va s'arranger pour que le terrain devienne inconstructible, etc. Enfin, c'est un enfer absolu. Mais surtout, c'est la douleur de Cicéron qui doit s'éloigner de Rome. Voici ce qu'il écrit à Atticus en avril 58. « Terentia me dit souvent, et dans les termes les plus chaleureux, combien elle t'est reconnaissante. Cela me fait un grand plaisir. Quant à moi, je vis l'existence la plus misérable et suis accablé d'une immense douleur. Je te demande seulement, puisque tu m'as toujours aimé pour moi-même, de me continuer ton amitié, car je suis ce que j'étais. Mes ennemis m'ont tout ôté, et ils n'ont pu changer mon cœur. Prends soin de ta santé. » Et puis, il écrit à sa femme, à ses enfants. « C'est vrai, je vous écris moins souvent que je ne le pourrais. C'est qu'il n'est pas une heure de ma vie qui ne soit misérable. Et puis quand je vous écris ou que je lis vos lettres, j'entre dans des crises de larmes à n'y plus pouvoir tenir. Si les maux dont je souffre sont immuables, ah, je veux te voir, ma chère âme, le plus tôt possible et achever de mourir dans tes bras, puisque ni les dieux que tu as toujours honorés avec ta tant de piété,
ni les hommes à qui je me suis toujours dévoué ne nous ont pas mieux récompensés. Ah, quel désastre! Quelle douleur! Puis-je à présent te demander de me rejoindre, pauvre femme malade, à bout de force, de courage? Ne pas te le demander, rester privé de ta présence. Voici, je crois, ce que je ferai. Si je puis espérer rentrer, je te prierai d'aider à la réalisation de cet espoir. Si en revanche, comme je le crains, c'en est fait, arrange-toi par tous les moyens possibles pour venir me retrouver. Une chose est certaine, sache-le bien, c'est que si je t'ai auprès de moi, je ne me croirai pas tout à fait perdu. Mais qu'adviendra-t-il de ma chère petite Tulia? À vous de voir, car pour moi je suis incapable de décision. Ce qui est sûr, de quelque façon que se présentent les choses, c'est qu'il faut tout faire pour que le mariage de cette petite soit heureux et préservé de la médisance. Et mon cher Cicéron, son fils bien sûr, que fera-t-il? Ah, celui-là du moins, je veux l'avoir toujours sur mes genoux et dans mes bras. Je ne puis en écrire davantage, j'ai trop de chagrin. Et toi, que deviens-tu? Je ne sais. As-tu pu garder quelque chose? Ou, comme j'en ai peur, t'a-t-on dépouillé complètement? Enfin, tiens bon, ma Terentia, tu le peux, l'honneur est sauf. J'ai vécu, j'ai eu une situation brillante, je n'ai pas été victime de mes vices, mais de ma vertu. Il n'y a pas eu de faute commise, sauf que j'aurais dû perdre la vie pendant... Il n'y a pas de faute commise, sauf que j'aurais dû perdre la vie en perdant ce qui faisait sa beauté. Mais s'il a mieux valu pour mes enfants que je la conserve, supportons, bien qu'intolérable, tous les maux qui l'accompagnent. Hélas, je prétends te réconforter, et je suis incapable de me rendre à moi-même le courage. Donc Cicéron est absolument perturbé par cet exil, qui heureusement, grâce à l'entremise de ses amis politiques, ne durera qu'une année, et il pourra revenir. Il écrit, évidemment, à tout le monde. Il écrit à son frère. À ces lignes même, imagines-tu quelles pleurs je verse en les traçant? Autant que, j'en suis sûr, tu en verses en les lisant. Et puis, il écrit encore, « Qu'ai-je besoin, mon frère, de te recommander ma fille, qui est aussi la tienne, et notre cher Cicéron ?» Enfin, le supplice s'achève, et Cicéron va pouvoir rentrer. Grâce, entre autres, à l'entremise de Pompée, et il devra lui en être reconnaissant. C'est d'ailleurs pour cette principale raison qu'il le suivra pendant la guerre civile contre César, alors qu'il hésite longtemps et qu'il sait très bien que César va finir par l'emporter. Voici son retour, et vous allez comprendre que Cicéron est tout, sauf quelqu'un de modeste. Je suis arrivé à Brinde le 5. J'y ai trouvé ma petite Tulia. C'était précisément le jour anniversaire de sa naissance, qui se trouvait être également la fête de fondation de la colonie de Brinde, et celle du temple de Salus, ta voisine. Cette coïncidence fut remarquée de la population de Brinde, qui la célébra avec des manifestations les plus enthousiastes. Je me suis mis en route après avoir reçu des habitants de Brinde les plus grands honneurs, et je vis au cours de mon voyage venir à moi de tous côtés des députés chargés de me féliciter. Quand j'approchai de Rome, il n'y eut pas un homme connu de mon nomenclateur, à quelque ordre qu'il appartint, qui ne vint à ma rencontre. Arrivé à la porte Capène, je trouvai les degrés des temples couverts d'une foule de petites gens. Elle me manifesta sa joie par les applaudissements les plus vifs, et ce fut qu'au Capitole semblable affluence et mêmes applaudissements. Sur le forum et au Capitole même, c'était un merveilleux concours de peuple.